Bonjour à toutes et tous. On est très heureux de vous accueillir ce matin pour la conférence de l'amphithéâtre Trouver la juste place des technologies éducatives. Comment mieux choisir l'équipement numérique pour l'éducation? On est ensemble environ 1 heure. Vous aurez la parole à la fin si vous souhaitez intervenir, poser des questions aux 4 intervenants. On est sur un sujet qui est vaste. On a fait des choix pour le traiter parce qu'on ne pourra pas traiter toutes les implications. En introduction, je voudrais dire qu'en préparant cette conférence, m'est revenue en mémoire une table ronde organisée ici même en 2016. Ça commence à dater. Au cours de laquelle j'avais eu l'occasion moi-même d'intervenir à l'époque en tant qu'élu local, ce que je ne suis plus aujourd'hui. C'est mon expérience de collectivité qui m'amène aujourd'hui à animer, à préparer cette conférence. Et à cette époque, on parlait déjà de gouvernance et d'opportunités créées par le numérique. On était beaucoup dans un moment d'urgence qui était celui du déploiement de masse. Aujourd'hui, 8 ans après, on peut se dire que nous sommes dans une phase plus mature, celle où le numérique est désormais pleinement présent dans l'école et dans l'enseignement supérieur. Mercredi et jeudi, nous avons parlé dans les conférences, peut-être certaines d'entre vous étaient là, de la place de l'IA dans l'éducation, des réseaux sociaux et de toutes les implications, y compris légales, que cela posait, de cybersécurité, et on a rappelé le rôle essentiel de l'école dans l'éducation au numérique à travers ces 3 tables rondes. Donc on se pose aujourd'hui davantage la question du juste équipement, celui qui est adapté et des conditions de sa pleine réalisation. Le numérique éducatif est sujet à des questionnements éthiques et démocratiques sans doute plus importants. La place des écrans est questionnée par les parents et l'impératif de la transition écologique vient challenger ce numérique éducatif. Alors pour en parler aujourd'hui, 4 acteurs clés: l'éducation nationale, un financeur institutionnel incontournable, la Banque des Territoires, une association de filières, la FINEF, et un représentant de collectivité, l'Association des maires ruraux de France. Voilà, je les présente. Alors, avant de commencer, je vais leur proposer de se présenter, de présenter l'institution qu'ils représentent, et qu'est-ce qui les amène aujourd'hui à discuter, à échanger avec nous au cours de cette conférence. Alors tout d'abord, Denis Millet. Denis, vous êtes délégué de la région académique au numérique éducatif adjoint, la DRAN, de l'Académie de Lyon. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le rôle essentiel que joue la DRAN et l'éducation au niveau académique? Merci Damien. Bonjour à tous. Alors, la délégation au numérique donc, de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a un rôle d'accompagnement de l'écosystème, naturellement. Alors, l'écosystème en interne et en externe, c'est-à-dire au niveau des établissements et avec nos partenaires, que ce soit les collectivités et ou les entreprises qui travaillent sur le sujet, les EdTech pour ne pas les nommer. Je voulais quand même vous donner un aperçu du périmètre sur lequel on travaille. La région académique, c'est naturellement une région, la région donc Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 12 départements, c'est 4000 communes, c'est 800 établissements, collèges, lycées, c'est un peu plus de 3000 écoles, c'est 1,5 million d'élèves et à peu près 140 000 personnels. Donc il faut que l'on puisse apporter et accompagner l'ensemble de cet écosystème sur le numérique éducatif et en lien avec nos partenaires. Donc ce qui m'amène aujourd'hui, c'est de vous partager, mais alors très humblement, le travail qu'on a pu mener au niveau de la région donc Auvergne-Rhône-Alpes sur ce sujet-là, en lien naturellement avec les collectivités et aussi avec les EdTech. Merci beaucoup. Alexandra Asmania, vous êtes responsable de programme éducation à la Banque des Territoires. Alors, la Banque des Territoires, je pense qu'elle est très visible sur ce salon, mais peut-être c'est intéressant que vous puissiez expliquer ce que vous faites justement dans l'accompagnement des collectivités. Merci Damien. Alors au nom de la Banque des Territoires, je suis ravie d'être là. En effet, la Banque des Territoires, on est une des directions de la Caisse des dépôts. On s'adresse à la fois aux acteurs publics, notamment aux collectivités territoriales, mais aussi aux acteurs privés, puisqu'on travaille avec un certain nombre de EdTech. Alors assez rapidement, je vais plutôt rentrer dans ce qu'on fait dans le cadre de l'éducation. On a plusieurs métiers. On est opérateur
pour le compte de l'État. On opère un certain nombre de mandats que vous connaissez peut-être. En tout, il y en a un petit peu plus de 12. Notamment les territoires numériques éducatifs et plus récemment le fameux P2IA, le partenariat d'innovation pour l'intelligence artificielle. Donc on est opérateur pour le compte de l'État dans le cadre notamment du numérique éducatif. On est aussi investisseur auprès de structures à impact, notamment des tech que vous connaissez peut-être, Index Éducation notamment, qui déploie Pronote dans un certain nombre d'établissements scolaires. Et enfin, on est acteur structurant de l'écosystème éducatif, et c'est pour ça évidemment qu'on est ravis d'être là aujourd'hui. On œuvre pour qu'il y ait le déploiement d'un numérique éducatif pérenne, j'y reviendrai au cours de cette table ronde. Mais plus récemment, on a lancé, vous l'avez peut-être vu, 2 études. Une étude sur l'état de la filière EdTech en 2024 et une étude sur la collaboration publique-privée que vous pouvez retrouver sur le site de la Banque des Territoires, où il y a un certain nombre de recommandations qu'on fait pour améliorer justement le déploiement du numérique éducatif. Merci. Sylvanie Duval, alors vous êtes déléguée générale de la FINEF, mais qu'est-ce que la FINEF ? Vous posez tous la question. La FINEF, c'est l'association qui rassemble les entreprises du numérique pour l'éducation et la formation, avec l'objectif de rapprocher les acteurs d'un écosystème complexe, puisque les compétences sont partagées entre l'éducation nationale et les collectivités. C'est aussi de contribuer à la co-construction des politiques publiques, et c'est dans ce sens que nous avons rédigé 15 propositions pour le numérique éducatif. On a aussi participé à l'étude pilotée par la Banque des Territoires, avec beaucoup de plaisir, une étude que je vous encourage, enfin il y en a 2 d'ailleurs, à lire. Mais bref, toute notre action, elle est là pour contribuer à diffuser le numérique dans les pratiques pédagogiques au plus près des besoins des utilisateurs finaux, que sont les enseignants et les élèves. Merci beaucoup. Et enfin, Cyril Cotonna, monsieur le maire de la Devèze-Rivière dans le Gers. On vous remercie d'avoir traversé la France aujourd'hui pour nous retrouver et peut-être éclairer en tant que président de l'Association des maires ruraux de France 32 le regard d'un élu local, un élu rural aussi, dans cette problématique qui est extrêmement importante du déploiement du numérique dans tous les territoires. Oui, merci Damien et merci de votre invitation. Donc l'association des maires ruraux du Gers est affiliée à l'association des maires ruraux de France, qui est une association d'élus et qui regroupe en fait les collectivités, les communes au sens INSEE de moins de 3500 habitants. Alors, les communes ont à la charge les écoles, avec également les intercommunalités quand les compétences ont été transmises. Et qui dit charge, donc, sont elles aussi des financeurs et vont permettre donc de financer l'achat de matériel, mais également de permettre le développement et l'utilisation du numérique, à savoir la mise en place de l'infrastructure et notamment l'infrastructure réseau. Alors, au niveau des communes rurales, le gros déficit, qui est la grande question qui nous concerne, c'est surtout d'un point de vue d'abord financier, mais c'est surtout également un problème de compétences. Et donc c'est vrai que pour des communes rurales telles que les nôtres, l'important c'est de pouvoir mutualiser afin de donner un certain nombre de solutions qui pourront être utilisées et adaptées, notamment dans l'environnement éducatif. Merci Monsieur Cotonna. Comme vous avez la parole, je vais vous la laisser parce que vous avez évoqué, le mot réseau qui est important. Quand on parle de déploiement, de quoi on parle finalement ? Quel est l'équipement ? Au-delà de l'équipement, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte ? Pourquoi en équipe et avec quels moyens ? Avant tout, je pense qu'il faut prendre en compte les besoins. Les besoins en termes de pédagogie, besoins en termes d'éducation. Il faut également s'assurer d'avoir une infrastructure à la fois résiliente et qui correspond à ses besoins. Et après, on va adapter l'achat du matériel à ses besoins et non pas l'inverse. On remonte avec Sylvanie. Je vais rebondir sur ce que vous avez dit. Vous avez parlé de besoins. Effectivement, quand on équipe, on doit partir d'un diagnostic partagé. Et c'est
en mettant en œuvre cette collaboration entre les acteurs, en partant de ce diagnostic partagé, qu'on va pouvoir équiper au mieux, au plus près des besoins des enseignants. Puisque quand on équipe, il faut se demander pourquoi on équipe finalement. Et finalement, c'est un peu à quoi sert le numérique, mais on va le faire très rapidement. Mais finalement, ce numérique, il va permettre une meilleure gestion de l'établissement. Il va aussi permettre de développer les compétences numériques des élèves. Il va permettre d'outiller l'enseignant pour diversifier ses pratiques pédagogiques. Et puis, il va aussi permettre de répondre à cette question fondamentale de l'école, d'égalité des chances. Bref, il est un atout pour ça. Et donc, quand on équipe, c'est les enseignants qu'on doit équiper au service des élèves. Et pour ça, il faut un matériel qui est simple d'utilisation, qui ne tombe pas en panne. Je ne sais pas s'il y a des enseignants ici, mais on a tous eu le cas du matériel qui ne fonctionne pas. Et faire un cours avec du matériel qui ne fonctionne pas, ça ne ressemble pas au cours qu'on avait prévu de faire. Voilà, donc ça, c'est vraiment un préalable. Denis, le matériel qui fonctionne pas? Oui, alors, moi, je vais peut-être faire un simple petit pas de côté sur ce sujet, mais je crois qu'on a alors déjà un arsenal réglementaire qui nous permet, et stratégique, qui nous permet de se poser la question de quel équipement, pourquoi équiper, avec quels moyens. Il y a des textes qui existent, une stratégie d'ailleurs portée par le ministère, qui nous engage sur un certain chemin. Cependant, c'est pas suffisant. Ça, c'est le cadre général, et je dirais qu'il faut se poser la question du comment on va équiper. Et le comment on va équiper, ça passe par un certain nombre de questions. En tout cas, c'est ce que nous avons mis en place. C'est-à-dire qu'on n'a pas équipé pour équiper, mais on a essayé de structurer l'action pour éviter puisque tu évoquais, 2016, l'équipement massif, sans trop se poser de questions, et avec... alors, ce n'étaient pas des équipements qui ne fonctionnaient pas, mais des équipements qui n'étaient pas utilisés. Donc, voilà, ce pas de côté, c'est de dire, on sait que le numérique a un impact, on sait les équipements qu'il faudrait acheter, on a les EdTech qui nous fournissent des choses très pertinentes, les collectivités qui sont de très bonne volonté, et la question de fond, c'est plutôt comment est-ce qu'on fait en sorte de faire le bon choix. Et ce bon choix, il passe par un collectif, mais il faut aussi se donner les moyens d'y arriver, et donc il faut structurer l'action pour pouvoir, éviter les erreurs du passé. Alors, il y a aussi un enjeu budgétaire. En ce moment, on est en train le Parlement examine la loi de finances et on voit toutes les contraintes qui vont peser sur tous les acteurs publics. Quel levier on peut encore avoir finalement dans les années qui viennent pour équiper ? Alors moi, je vais rebondir sur votre question et aussi sur ce qu'ont dit les interlocuteurs juste avant. Quand on parle d'équipement, on parle pour moi des prérequis matériels et techniques qui permettent d'assurer un déploiement du numérique éducatif qui est pérenne et au moins un socle minimal du numérique. On parlait c'est pas que des tablettes, ça va être aussi mettre en place des infrastructures de connectivité, permettre que ça se déploie au mieux dans les salles de classe pour les enseignants et pour les élèves. Ce qu'on constate quand même, moi je vais remonter plus loin que 2016 en l'occurrence, c'est que depuis 2010, les budgets qui ont été fléchés sur le numérique éducatif, ils ont été fléchés vers le déploiement de ce socle numérique. Et ça s'est fait dans les territoires de façon assez hétérogène. Et c'est pour ça que l'État est quand même parti de ce constat-là pour lancer en 2020 un certain nombre de programmes d'investissement d'avenir, notamment les territoires numériques éducatifs. Les TNE, on parle de 12 territoires, 200 millions d'euros afin de déployer le numérique éducatif sur plusieurs volets. Premièrement, en effet, les équipements. Il s'agit de venir équiper des salles de classe, mais aussi des ressources, avec la mise en place d'un marché ressources qui serait pour les enseignants, afin de s'emparer d'un certain nombre de ressources numériques. Le volet formation, parce que ça ne sert à rien de venir déployer du numérique éducatif, de mettre en place des équipements si on ne vient pas former les professeurs derrière. Et un volet parentalité pour accompagner les parents derrière. Donc, l'État s'empare évidemment de ces messages-là avec les collectivités, des associations de filières et bien évidemment le ministère de l'Éducation nationale. Alors justement, moi, je voulais revenir sur la question de l'utilisation de ces équipements. Vous l'avez dit tout à l'heure, gros déploiement qualitatif d'un point de vue matériel, mais finalement, parfois, pas assez utilisé, des collectivités qui investissent et puis du matériel qui reste dans le placard. Alors comment on s'assure justement que cet équipement, il est utile et utilisé ? Denis, Sylvanie ? Denis, Sylvanie ? Allez-y. Allez, Sylvanie et puis... et donc,
sur la question de l'équipement, on pose la question des usages. Et aujourd'hui, on a vu ces dernières années des collectivités qui ont bien joué le jeu en lien avec leurs compétences, de déployer du matériel sur le territoire. Et peut-être que tout le monde a voulu bien faire, mais niveau formation, pour que ça fonctionne, en fait, c'est ce que tu disais, la formation des enseignants, elle est nécessaire. Une formation avec deux aspects. C'est-à-dire que quand on outille un enseignant, eh bien, il faut qu'il y ait l'accompagnement qui aille derrière au niveau de sa formation continue. Et c'est là que dans les territoires, il y a des initiatives comme, je crois, sur Paris, les ambassadeurs du numérique ou des brigades d'intervention numérique qui vont permettre des fois de prendre en charge les classes pendant que l'enseignant est formé. Et ça, c'est très important si on veut qu'il y ait de l'usage derrière et qu'on n'ait pas le matériel déployé qui finisse dans les placards et non utilisé. Et puis, il y a cet aspect qu'on oublie souvent de formation initiale des enseignants. Parce que quand vous êtes nativement formé à enseigner avec le numérique, quand on vous a expliqué que ça pouvait vous aider dans vos pratiques professionnelles, alors, pas utilisé de manière systématique, mais pour vous, en tant qu'enseignant, vous allez pouvoir gagner du temps, faire les bons diagnostics, générer des exercices au plus près des besoins des élèves en différenciant. Eh bien, quand vous allez arriver dans votre quotidien professionnel, eh bien, là, vous en avez besoin de cet équipement numérique. Vous allez le demander et vous allez l'utiliser parce qu'on vous a formé pour ça et vous allez l'utiliser à bon escient. Et c'est toujours plus compliqué quand on a des pratiques professionnelles différentes, de faire ce changement dans ces pratiques professionnelles, et c'est ce qui est fait avec la formation continue. Et donc c'est pour ça que sur cette formation continue, il est très important que les académies et les collectivités travaillent ensemble pour voir comment le déploiement peut et doit absolument être accompagné pour que les enseignants utilisent au mieux l'équipement. Denis, alors sur le... Alors, je vais rajouter un mot, c'est l'anticipation. Je vous remets en perspective le chiffre que je vous ai donné tout à l'heure. La région académique Auvergne-Rhône-Alpes, je vous ai dit 140 000 personnels, c'est 120 000 enseignants à former. Donc si, avec les collectivités, et toutes les collectivités, on n'anticipe pas, on est en difficulté pour, on va dire, que le matériel qui sera livré soit réellement utilisé. Donc ça va vraiment nécessiter cette notion de travailler ensemble, du collectif, de ne pas acheter de manière indépendante et prendre en compte aussi, je reparle des textes réglementaires tout à l'heure, mais on reparlera de la partie environnementale un peu plus tard. Mais cependant, on a des orientations qui sont fixées par le ministère, des orientations pédagogiques qui sont fixées, des choix politiques qui sont pris par certaines collectivités et des choix stratégiques aussi qui sont pris en compte par la région académique. Et tout ça, il faut le partager et je reviens sur ce mot d'anticipation, faire en sorte que lorsque le matériel arrive, les enseignants soient formés pour leur utilisation. Pour éviter cet effet de « ok, le matériel est là, mais donc on n'a pas été formé ». Donc tout ça nécessite une organisation, de mettre en place des lieux pour pouvoir anticiper tout cela, et y compris avec la filière EdTech, naturellement. Je donne l'exemple que l'on a sur l'Académie de Lyon, mais de manière un peu plus large sur la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. On a des partenariats avec une association qui s'appelle EdTech Lyon. On travaille avec eux, on a aussi des expérimentations avec eux qui permettent de consolider ce qu'ils font. Donc tout ça, ça permet d'anticiper ce qui va arriver dans la classe et répondre en fait aux besoins naturellement des enseignants et de permettre aux élèves d'augmenter leurs compétences numériques. Si je peux rajouter aussi, alors on a parlé en effet formation, on a parlé anticipation, je rajoute un troisième point et puis j'ai un autre petit point à rajouter, c'est bien faire attention à la mesure d'usage, à la mesure d'impact. S'il y a des entrepreneurs EdTech dans la salle, je vous invite à vous pencher sur cette question. Alors, la mesure d'usage, c'est en effet, est-ce que les élèves, est-ce que les enseignants s'approprient bien la ressource? La mesure d'impact, c'est dans quelle mesure est-ce que ma ressource a permis d'améliorer des compétences, qu'elles soient scolaires, les CPS ou autres. Donc, il faut bien évidemment s'approprier ces mesures-là. Je rajoute juste un autre petit point sur un équipement utile, un équipement utilisé.
Très souvent, on parle d'équipement dans le primaire ou dans le secondaire. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi l'enseignement supérieur. Ils sont un petit peu parfois délaissés, mais nous, par exemple, à la Banque des Territoires, on opère dans le cadre des territoires d'innovation pédagogique un mandat qui s'appelle les campus connectés, qui ont pour but de venir déployer des tiers-lieux d'enseignement numérique, notamment dans des communes rurales qui sont parfois éloignées, qui permettent à des étudiants qui sont parfois éloignés de l'université, qui ont du mal à venir se déplacer, d'accéder à des ressources mises en place par une université de proximité dans un tiers-lieu qui est en l'occurrence animé par la collectivité. Et la collectivité va venir mettre à disposition une infrastructure de connectivité, mais aussi par exemple un ordinateur pour les étudiants qui n'en auraient pas. Et ça leur permet de venir accéder à ça. Et on se rend compte que les campus connectés qui ont maintenant quelques années fonctionnent vraiment bien. On a une dizaine d'étudiants par campus et ça leur permet de venir justement se former. Et c'est là où on se rend compte, l'équipement est bien utile, bien utilisé et ça permet de se déployer sereinement. Merci pour cet élargissement justement à l'enseignement supérieur. Cyril Cottin, je voulais réagir par rapport à ce qui a été dit sur les campus connectés. Puis j'aurais bien aimé que vous réagissiez aussi à la question de l'anticipation quand on est une commune rurale qui a moins de moyens d'ingénierie justement. Oui, effectivement, je pense que c'est fondamental, l'anticipation. Et comment une commune rurale ou une commune mi-urbaine peut réagir si ce n'est qu'en mutualisant. Je pense que, et encore plus au niveau du numérique, la mutualisation est quelque chose d'essentiel. Alors on peut mutualiser au niveau d'un bassin de vie, au niveau de communes, d'intercommunalités ou communes qui ont derrière des compétences, alors certes financières, qui nous permettra de pouvoir donc acheter plusieurs matériels et de répondre aux besoins, mais surtout, essentiellement en termes de compétences, qui est vraiment le cœur du problème. Ça peut être également à l'échelle d'un département, voire d'une région. Un exemple, dans le département du Gers, c'est ce qui s'est passé, puisqu'il y a eu un syndicat mixte qui a été créé, financé par le département du Gers, les intercommunalités qui le composent et l'ensemble des communes gersoises. Ce qui a permis, il a été créé au départ pour déployer la fibre optique. Aujourd'hui, il a pratiquement fini cette mission et a développé des activités en termes de socle commun, en tant que d'achat et de proposition à des communes rurales comme les nôtres, de pouvoir avoir accès à un certain nombre de ressources logicielles et également d'essayer de mettre en place un cycle vertueux, je dirais, de réutilisation d'équipements, notamment donc d'ordinateurs, que ce soit portable ou fixe, pour des écoles rurales et qui pourraient répondre à des véritables besoins. Merci beaucoup pour cet éclairage avec un exemple précis et intéressant. La question de la transition écologique, on a commencé un petit peu à l'aborder, mais je voudrais qu'on y passe un tout petit peu de temps. C'est plus une option, c'est un impératif qui s'impose à toutes et tous. Alors comment, sur le numérique éducatif, on rend compatible ce déploiement qu'on souhaite peut-être plus important et cet impératif de transition écologique? Peut-être d'abord Alexandra? Oui, alors déjà, premier point, nous à la Banque des Territoires, on ne parle pas de transition écologique, on parle de transformation écologique. Les mots ont leur importance, on a fait ce choix sémantique parce qu'on croit profondément qu'on ne va pas vers une transition, mais vers une transformation de notre environnement, à la fois social et environnemental. Alors, comment est-ce qu'on le rend compatible avec le déploiement du numérique éducatif? En s'entourant d'acteurs qui le font bien. C'est une priorité pour les collectivités d'assurer cette transformation écologique. Il y a un certain nombre de lois qui sont passées pour les y contraindre d'une certaine façon. Mais en l'occurrence, nous, à la Banque des Territoires, on a notamment investi dans un certain nombre de structures qui vont accompagner les acteurs publics à venir s'approvisionner en ressources qui sont écologiquement meilleures. Par exemple, on a investi en 2022 dans une entreprise que vous connaissez peut-être qui s'appelle LORSE, qui est une marketplace qui s'adresse à des acheteurs publics ou des acheteurs professionnels et qui leur permet de combiner à la fois un achat responsable durable et évidemment une forme d'exigence économique. Il y a tout un parcours en fait qui les guide via la mise en place d'un indice RSE afin qu'ils aillent sourcer
leurs achats plus localement auprès de revendeurs qui sont locaux et notamment qui ont un indice qui leur permet de voir que socialement ils sont plus responsables. On a aussi investi chez Ecoder, qui est une association créée en 2004 qui permet à la fois la réinsertion de travailleurs qui sont handicapés ou qui ont des problèmes pour venir travailler dans des entreprises un peu classiques. Et notamment, le métier d'Ecoder, c'est de venir faire du reconditionnement informatique. Donc nous, on essaie de faire ces mises en relation entre des acteurs publics et des acteurs privés qui peuvent venir apporter ça pour mieux déployer le numérique éducatif. Merci. Cyril Cotona, est-ce que vous voulez donner un éclairage une collectivité ? Oui, je pense que c'est important de développer l'économie circulaire finalement sur des infrastructures telles que le numérique et sur des problématiques liées à la question éducative. Encore une fois, il faut répondre à un besoin et je pense que, et en utilisant, vous l'avez très bien dit sur une question précédente, toutes les strates. C'est-à-dire ne pas laisser de côté, alors je dépasse un peu mes prérogatives, mais l'enseignement supérieur. Parce qu'effectivement, ils sont dans les universités sur un cycle de renouvellement de leurs équipements bien cadrés, et ces équipements peuvent avoir une seconde vie et répondre à des problématiques et répondre à des questionnements pédagogiques sur peut-être l'enseignement primaire ou secondaire. Je voudrais que vous réagissiez peut-être, Sylvanie et Denis, sur la question des usages. Dans l'atelier, la conférence sur l'intelligence artificielle, s'était posé la question justement de la juste utilisation avec comme on disait, parfois des bazookas pour écraser un moucheron. Et c'était la phrase qui avait été citée. Alors, sur la problématique des usages, déjà sur la partie équipement, l'achat, donc il y a les textes réglementaires, je crois, qui nous donnent le chemin et ils nous tracent le chemin. Après, et je prends le cas par exemple d'un département de mon académie, a fait un choix politique d'aller plus loin avec les textes. Ça, c'est porté, voilà, donc ça, c'est pareil, ce sont des choses qui se font de manière collective. Parce qu'on a les équipements, mais il y a la problématique des usages. Et ces usages, donc il faut, à un moment donné, au sein des établissements, que ce soit les écoles ou les EPLE, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'il y ait une prise de conscience sur les usages? Alors, nous, on a fait, en tout cas sur la région donc, Auvergne-Rhône-Alpes, on a un label numérique responsable. On l'a travaillé avec l'Institut national responsable, l'INR, qui s'adosse au label E3D et qui, pour les établissements volontaires, naturellement, on est sur la base du volontariat, rentre dans une démarche numérique responsable. Alors, avec une gouvernance, avec de la communication en destination des parents, avec des réflexions sur les usages de la part des élèves et avec les enseignants dans la classe. Voilà, donc, certes, les usages sont une petite partie de la restriction, on va dire, de consommation et de la transition écologique liée au numérique, mais cependant, c'est un complément nécessaire. Donc, nous, on a fait le choix de passer par ce label sur le volontariat et on a un certain nombre d'établissements et d'écoles qui sont rentrés dans ce label-là et qui correspond en plus à quelque chose qu'ils connaissent déjà, c'est pas nouveau, c'est raccrocher ou accrocher au label E3D. Voilà. Sylvanie ? Moi, je vais rebondir sur ce que vous disiez. Quand on équipe, quand on achète du matériel numérique, on pense souvent donc à l'achat en amont. À savoir, est-ce que je développe dans mon marché, dans mes procédures d'achat, un choix en lien avec un label, Green IT ou autre, et on ne pense peut-être pas le cycle de vie du matériel globalement. C'est-à-dire qu'au moment où je l'achète, eh bien, il va falloir que je songe qu'il va peut-être être entre guillemets obsolète d'ici quelques temps, et donc comment on va se débrouiller au niveau de son réemploi, comment on va éventuellement soit le reconditionner, soit faire en sorte que ce matériel était dans une classe mobile, au bout d'un moment je vais devoir renouveler mon parc de ma classe mobile, le matériel restant, j'en fais quoi ? Je le mets à disposition pour d'autres usages dans l'établissement. J'ai une démarche de mécénat où justement je vais l'offrir pour qu'il soit réutilisé ailleurs. Et c'est peut-être penser tout ce cycle de vie au moment où on choisit d'équiper, plutôt que de le penser après coup, qui va permettre une gestion, on va dire, plus durable du matériel.
Merci beaucoup, et ça montre bien justement qu'il y a un vrai lien entre la question qu'on doit se poser sur l'utilisation, ce qu'il est utile, hein, c'était la question précédente, et son impact écologique, puisque les deux sont véritablement intimement liés. Alors on a évoqué la question du pourquoi, la question du comment il est utile et utilisé, et la question écologique, transformation, pour reprendre effectivement ce terme. Peut-être il faudrait qu'on revienne quand même à cette question de la gouvernance, de l'animation territoriale. Comment on s'assure que tout ça se soit réussi et soutenable dans la durée, et que ce ne soit pas lié qu'aux personnes, parce que c'est souvent ce qu'on connaît, un élu très motivé, un directeur d'éducation une directrice plus souvent, qui va porter le sujet, un lien qui va se faire avec les représentants de l'éducation nationale, mais comment on s'inscrit dans la durée à une époque où normalement on est déjà dans l'âge de la maturité du déploiement? On commence par Denis. Oui, en fait, je suis d'accord avec toi sur il faut dépasser, il faut aller au-delà des personnes. Ça peut venir d'un élu, d'une volonté d'un recteur, d'une volonté d'un DAZEN de partir sur ce sujet-là. Cependant, derrière, il y a nécessité de formaliser pour rendre pérennes les choses. Et là, je vais induire la notion de conventionnement. C'est le choix qu'on a fait sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est d'aller conventionner. Alors, on aide les collectivités à faire des bons choix, à structurer, on va dire, leurs achats, à faire en sorte que les achats qu'ils font soient utilisés. Mais c'est vrai que si on le fait en one shot et que on laisse courir les choses, ça ne fonctionne pas. Donc on a mis à disposition et on a fait l'effort et on a travaillé depuis maintenant plus de 3 ans à conventionner. Alors ça peut être des conventions très complexes avec la région, avec les départements, et à des conventions beaucoup plus simples. Je prends une petite commune qui veut acheter un espace numérique de travail pour ses écoles. Elle a une obligation de conventionner avec le DAZEN et aussi avec les éditeurs. Alors nous, on a fait l'effort de conventionner avec certains éditeurs qui dispensent la commune quelque part de faire les choses. Et par contre, on a mis en place un système de conventionnement via démarche simplifiée pour que la petite commune n'ait plus qu'à remplir sur un outil numérique, et le conventionnement se fait de manière automatique. Donc on essaye à travers ces conventions, d'apporter aussi des outils pour faciliter la vie de nos collectivités, et qu'on puisse avoir un lieu de discussion. Alors, certes, dans ces conventions, on peut mettre plein de choses, mais surtout s'adapter au contexte local. Si je prends sur le cas où je me suis occupé, j'ai 3 départements et une métropole. On a un cadre commun, et par contre, il y a des annexes qui sont spécifiques sur des choix, des engagements, des stratégies qui sont différentes. On ne peut pas, stricto sensus, faire la même chose de partout, que ce soit sur une métropole, un département ou une petite commune. Donc il faut vraiment être en capacité de s'adapter dans la rédaction. Et là, nous, Éducation nationale, on doit faire cet effort d'aller vers ces collectivités pour pouvoir s'adapter au plus près. Je suis un peu long, mais parce que c'est vraiment le fond pour moi qui permet, on va dire, d'atteindre la maturité. À travers ces conventions, on a aussi des comitologies. On a des copiles qui permettent de définir des orientations stratégiques. On a des cotec qui permettent, par exemple, de définir quel matériel. Mais on a aussi, certaines collectivités ont fait le choix d'avoir des comités d'usagers, où on a, par exemple, les parents qui viennent dire, voilà, moi, quand j'utilise l'ENT, voilà, c'est bien, c'est moins bien, et ainsi de suite. Voilà, qui est des espaces de parole pour tout le monde. Alors certes, ça engage après à répondre, hein, mais c'est comme ça qu'on avance et qu'on est au plus juste et qu'on devient efficient. Autre chose, à travers ces conventions, on peut décider collectivement, et on l'a fait dans 3 départements, de faire des évaluations. Vous parlez d'évaluation des usages. C'est pas la collectivité qui fait l'évaluation, c'est pas l'éducation qui le fait. C'est en fait une décision collective, on rédige l'évaluation, qu'est-ce qu'on veut en faire, et ça aide au pilotage. Dernier point qu'on peut faire aussi à travers ces conventions, c'est justement, je parlais de quels sont les outils de pilotage. On dispose de données les uns et les autres. Alors certes, au niveau du ministère, il y a des choses qui ont été faites avec l'Association des régions de France. Mais avec une métropole ou une Comcom, par exemple, ils ont des données, nous avons des données, on peut les mettre en commun et essayer de prendre la juste décision pour être vraiment efficient. Tout le monde le sait, on rentre dans une contrainte budgétaire forte, il faut que les choix soient appuyés sur des décisions qui soient les plus rigoureuses possibles.
Et c'est uniquement avec ces conventions qu'on peut y arriver. Donc c'est long, c'est coûteux en temps, mais une fois que c'est installé, il y a une fluidité qui est vraiment exemplaire. Et je prends aussi les élus aussi s'y retrouvent puisqu'ils ont des éléments factuels de ce qui se passe. Alors, j'étais un peu long, mais je pense que le nœud du problème sur ces équipements, c'est bien là, c'est comment on travaille collectivement et quel outil on met en face. Merci beaucoup parce que je trouve que ça permet de reposer bien les enjeux et ça montre aussi quand même que les choses ont évolué depuis des années sur la formalisation. Je voulais, Cyril Cotonac, vous réagissiez, après je donnerai la parole à Alexandra, sur votre regard en tant qu'élu rural, parfois un peu éloigné des centres de décision. Comment justement ça fait écho ce que vient de dire Denis Millet? Oui, la gouvernance est indispensable. Elle doit être au plus près du terrain et je pense qu'on est obligé à la fois d'associer et de permettre un travail collaboratif entre les institutionnels, les politiques, les élus, mais également des entreprises privées ou des acteurs des acteurs du milieu, mais également les équipes, c'est-à-dire les moyens qui sont mis à disposition et qui seront là pour accompagner les élus en termes de choix, justement de choix techniques, et justement de permettre d'avoir une vision à plus long terme et de commencer à réfléchir sur vraiment le cycle de vie de l'équipement. C'est une véritable révolution, en tout cas dans la façon de penser et d'imaginer, y compris la commune rurale, notamment ce domaine actuellement. Donc accompagner sur le long terme, c'est un peu votre métier, la Banque des Territoires. Alors oui, merci pour la petite pub. Mais oui, carrément, c'est en effet notre métier. Alors vous mettez un peu en effet les mots de la bouche parce que à la Banque des Territoires, on croit fondamentalement que pour déployer un numérique éducatif pérenne et soutenable, il faut qu'il y ait une gouvernance territoriale partagée. Alors Denis parlait de cette gouvernance entre l'académie, le département, la commune, avec des acteurs publics. Nous, on croit aussi fondamentalement qu'il faut une collaboration entre acteurs privés et acteurs publics, avec des représentants de la filière, avec des entrepreneurs et tech qui peuvent être des entrepreneurs locaux. Hein. Mais c'est une des recommandations à laquelle on tient très fortement, qu'on a publié justement dans l'étude relayée en octobre 2024, parce que si on veut déployer le numérique éducatif, il faut que tout le monde puisse se parler et il faut créer en effet des instances de pilotage, mais aussi venir animer ça sur un temps long avec, comme le disait Sylvanie au début de cette table ronde, un diagnostic territorial partagé et puis un plan d'action sur lequel tout le monde peut réagir et aussi des entrepreneurs locaux. Alors comment la filière elle peut se mobiliser à l'échelle territoriale justement ? Très rapidement, nous en tant qu'association de filière qui proposons justement de rapprocher les acteurs, notre position va être d'être tiers de confiance entre tous ces acteurs, mais aussi on va pouvoir avoir un rôle de conseil puisque toutes ces entreprises ont une expertise dans le déploiement, que ce soit du matériel ou de la ressource, parce qu'aujourd'hui on ne déploie plus du matériel seul pour du matériel, mais il est souvent, une ressource pédagogique ou plusieurs sont adossées à ce déploiement matériel. Et donc c'est pour ça que on invite les collectivités qui le souhaitent à se rapprocher de nous pour voir comment ensemble on peut travailler. Voilà. Merci beaucoup. Alors, non, vous voulez réagir ? Je ne l'ai pas précisé dans la démarche qu'on a engagée. On travaille de manière très étroite avec la filière sur la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. Cette même filière travaille avec les collectivités et ce lien il est nécessaire. Il faut à tout prix qu'on ait cette articulation entre ce qui est proposé on va dire, par les industriels, les objectifs pédagogiques et les enjeux on va dire, que peuvent mettre les collectivités. Donc, dans les conventions que nous avons mis en place avec les collectivités, les EdTech ne sont pas présentes. Par contre, on travaille avec les EdTech et les EdTech travaillent avec les collectivités. Ce qui fait qu'on a une vraie cohérence de réflexion et d'enjeux. Et les choix, je parle de choix, et les choix en ce moment, ils sont très contraints. Ils sont utiles en fait, et non pas, on va dire, basés sur une envie non construite, mais vraiment efficient, quoi. Et c'est vraiment l'expérience que je voulais vous partager, c'est ces conventionnements et ce travail collectif arrivent à des résultats qui sont
respectueux de tous, des enjeux des uns et des autres, mais aussi au service des élèves. Donc, à poursuivre, en tout cas, de mon point de vue, quoi. Merci beaucoup. Alors, dans la vingtaine de minutes qu'il nous reste, je voulais vous proposer de réagir. Je vais demander si... Voilà, merci. Il y a un micro ici. Qui souhaite réagir, poser une question? Monsieur? On prendra deux, trois questions, puis on fera des réponses. Je suis formateur académique en Corse et j'ai une simple question. Je reviens sur le sujet des s'assurer de l'équipement et de l'utilisation de l'équipement. Mettez peut-être votre micro comme ça, parce un peu plus fort, comme vous entend ça. pas. Bon, donc je reviens sur le chapitre s'assurer de l'utilisation de l'équipement. La formation des collègues de primaire, c'est facile, il y a des brigades. Mais en collège et lycée, il n'y a pas de brigade. Et le ministère nous impose des formations le mercredi après-midi. Vous pensez bien que ce n'est pas possible. Voire même pendant les vacances, c'est impossible. Donc là, il n'y a plus de formation, on ne peut plus utiliser le matériel. Comment faire? Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a une autre question, intervention, madame, devant? Parlez bien en face du micro comme ça. Bonjour, donc Christine Hainaut, je suis représentante du personnel pour le syndicat national des écoles et je suis en charge au niveau national de pédagogie et formation. Et l'année dernière, j'ai écrit un article, l'électronisme à l'école. Parce que ce que vous avez dit, mesdames, c'est tout à fait vrai, c'est disparate et c'est en fonction d'une personne pour les écoles primaires. Je ne m'occupe que de l'école primaire. Donc on a un maire qui est motivé et il va se passer quelque chose. Sinon, on a, comme vous avez dit très bien, et j'ai aimé que vous l'ayez dit, on a du matériel où, déjà, l'allumer, c'est un exploit. Donc quand on voit tout ce qui se passe ici, quelquefois, c'est lunaire, parce que c'est génial, ça nous met des paillettes dans les yeux. On se dit, ouais, sauf que moi, je vais arriver lundi dans ma classe, et je vais dire, oh. Et au niveau de la formation, nous, enseignants, moi, j'ai 55 ans, tout le monde s'en fout, en fait, mais sauf que ça fait 30 ans que je suis dans l'éducation nationale, et jusqu'à aujourd'hui, c'est lunaire ce que je vais vous dire, mais j'ai eu 0 formation numérique. Donc je m'auto-forme, mais je n'en ai eu 0 de manière légale. Et bien sûr que là, j'ai vu Nao, le petit robot, c'est génial, mais comment faire aussi au niveau de l'éducation pour que nos formations qu'on ferait sur nos comptes personnels puissent être déduites de nos temps de formation. Et ça, je pense que c'est aussi, on parlait des acteurs du privé, de dire, voilà, on pourrait mettre en place des labels, que ça soit déduit, et qu'on ait des vraies formations, parce que ce que vous avez dit, c'est vrai, on a du matériel en classe qui, quelquefois, n'est pas utilisé, n'est pas en état, et je vois beaucoup d'écoles, et c'est vrai que c'est magique quand ça marche bien, mais on n'a pas d'entretien quand, quelquefois, on a même du bon matériel. Merci. On va déjà répondre, parce que c'est assez dense là, sur la question de la formation. Peut-être Denis, même si ce n'est pas la DRAN qui gère directement la formation. Mais... Et en plus, je vais restreindre mon périmètre à mon domaine d'intervention, qui est la région académique, donc Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, on a sur la formation, je reprends le terme d'anticipation. S'il y a du matériel qui est acheté et on nous dit dans 15 jours, il faut que les enseignants soient formés, on ne sait pas faire. D'ailleurs, je ne sais pas qui sait faire. Donc, c'est important. Et je reviens sur cette notion de... Je vais insister pendant toute la conférence sur le collectif et le travail par conventionnement avec les collectivités. Le bon choix du matériel, quel matériel, questionner tout le monde, évaluer les usages et anticiper pour qu'on puisse former et sur un temps qui permette, où le jour J, où le matériel arrive, il soit, on va dire, pris en main. Si ça, c'est pas fait, effectivement, on se retrouve dans une difficulté de former. Je vous le redis, sur le numérique au sens large, la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 120 000 enseignants. Il n'y a aucune entreprise en France qui va se poser la question comment je forme 120 000 personnes, à part l'éducation nationale. Après, il y a des questions sur le temps de formation, alors qui ne relèvent pas de ma compétence sur le quand et le comment. On a une particularité sur en tout cas sur l'Académie de Lyon, c'est que alors pour les enseignants, excusez-moi, pour les autres personnes, l'école académique de la formation continue, qui s'occupe de la formation donc continue des enseignants, on a un département numérique. C'est-à-dire que le numérique est complètement intégré à la partie formation. Donc, chaque fois qu'il y a une formation, le département numérique questionne les dépositaires de la formation, leur disant
est-ce que vous avez intégré du numérique? Donc le numérique n'est pas enseigné de manière autonome, à côté, une formation numérique, il y en a certaines qui le sont, mais d'une manière générale, est formée de manière intégrée aux autres formations. Ce qui permet déjà de contextualiser, de ne pas en faire quelque chose qui est hors sol, et d'avoir une force de frappe, excusez-moi, mais sur l'ensemble des formations. Alors certes, tout est perfectible, et dans le contexte qu'on nous demande de déployer, on essaye de trouver des solutions, et y compris avec nos collectivités, pour ne pas se retrouver effectivement en disant, voilà, au mois de juin, on a acheté du matériel, en septembre, il faut que ça soit formé. C'est du vécu, hein, c'est pour ça que je vous le dis. Hein. Et là, on dit, non, c'est pas possible. Donc voilà, par contre, si on nous dit au mois de décembre, rentrée prochaine, il faut que ça soit fait, là, on est en capacité de le faire. Et en déployant toutes les modalités de formation. On va parler de présentiel, distanciel, hybride et tout ce qui s'ensuit. Merci Denis. Alexandra et Sylvanie, sur le sujet. Alors, je ne vais pas pouvoir rebondir sur le PAF, parce qu'en effet, ça, je pense que c'est plutôt la prérogative du ministère de l'Éducation nationale. En revanche, je vais rebondir sur deux choses. Premièrement, on est plutôt aligné. Le numérique éducatif, c'est l'enseignement par, mais aussi au numérique. Et donc, évidemment qu'il faut pouvoir former les publics à l'utilisation de ressources. Ça, on est complètement aligné, et c'est justement aussi l'objectif des TNE, où il y a tout un volet formation, accompagnement. Réseau Canopé s'est engagé à faire un certain nombre de formations pour accompagner les enseignants. Et sur le deuxième point, sur l'illectronisme, à la Banque des Territoires, nous, on est opérateur sur le numérique éducatif, mais aussi sur un certain nombre de dispositifs dans le cadre de l'inclusion numérique. On a tous en tête le chiffre de 13 millions de personnes qui sont éloignées du numérique. On œuvre pour lutter contre cette fracture numérique. Et notamment, je vous conseille potentiellement de vous rapprocher de deux dispositifs. Alors, madame, je suis désolée, je n'ai pas retenu votre prénom, mais deux dispositifs qui existent. Il y a les France Service, qui sont dans un certain nombre de communes, qui permettent, en fait, qui sont des maisons de France Service dans lesquelles vous pouvez vous rendre pour être accompagné sur des problématiques du numérique, et les conseillers numériques France Service, ce qu'on appelle les CNFS. Il y a un certain nombre d'expérimentations qui sont menées dans les territoires, je pense notamment au Val-de-Marne, où les CNFS vont venir parfois se déplacer dans des établissements scolaires pour venir former les parents, les élèves à justement comment est-ce que j'utilise bien le numérique. Voilà, certains utilisent peut-être Pronote et voient qu'il y a des difficultés à utiliser certains logiciels quand on est parent, qu'on est primo-accédant, qu'on a du mal à venir utiliser son smartphone, mais il y a des dispositifs qui existent pour les accompagner, donc je vous conseille de vous en rapprocher s'il y en a sur votre territoire. Oui, c'est l'occasion de rappeler quand même une remarque qui est revenue souvent dans les autres ateliers, c'est qu'on attend beaucoup de l'école, on fait beaucoup peser sur l'école, et en matière de formation, il y a tellement d'attendus aujourd'hui sur différents sujets qu'on voit bien que la contrainte, elle est très forte. Sylvanie ? Moi, je ne vais pas réussir à répondre à vos questions parce que sinon, je serais un excellent ministre de l'Éducation nationale, je crois. Mais en fait, je veux réagir. Comme vous, j'ai été enseignante pendant 12 ans et demi. Et concrètement, dans les faits, effectivement, on peut passer toute une carrière ou une bonne partie de sa carrière sans avoir de formation au numérique. Et c'est pour ces raisons-là, et aussi parce que ce qui était soulevé tout à l'heure était aussi, il y a une différence entre le fait il faut former, et puis entendre, il faut que les enseignants soient devant les élèves, en salle de classe, et donc là, le temps de formation est sur le temps libre, ou en tout cas du temps qui n'est pas considéré comme du temps dû à la sphère professionnelle. Et donc là, aujourd'hui, il y a tout un modèle à trouver, à imaginer sur comment on arrive dans le cadre de la formation continue. Et c'est pour ça que sur la formation initiale, c'est plus facile. Sur la formation initiale, vous ne prélevez pas l'enseignant de sa classe. Il est là pour être formé. Donc là, on peut vraiment agir relativement rapidement. Et après, imaginez alors souvent, la formation des enseignants, elle est un peu artisanale et peut passer par un partage d'expériences entre pairs. Mais il fonctionne bien, ce partage d'expériences entre pairs. Et donc, ce côté ruissellement de la formation initiale vers ensuite davantage d'enseignants qui vont partager l'expérience peut être une solution. Et juste une chose, souvent on oublie de regarder ce qui se fait à côté de chez nous. Nous, on a un grand pays, il y a environ 850 000 enseignants, donc forcément que déployer une politique de formation de tous les enseignants, c'est quelque chose de compliqué. Mais je jetais un œil récemment à ce qui se faisait en Suisse, et donc j'ai pris le canton de Vaud, puisqu'il fonctionne par canton. Et dans leur politique de déploiement numérique, donc ils sont très transparents, on voit des chiffres, 2/3 du budget était consacré à la formation des enseignants. Voilà. Et donc,
je ne donnerai pas de chiffres en France, mais on n'a pas pris la question de la même manière, je pense. Donc il y a tout un travail à faire, effectivement, autour des enseignants. Merci. Alors, on ne va pas relancer le débat de la formation des enseignants en France, parce que ça nous amènerait loin. Mais juste ce que je voyais que Denis voulait réagir, je rajoute, il me semble, le début de votre question qui était aussi de dire, finalement, il y a des communes qui sont volontaristes, mais il y en a d'autres qui le sont moins, ou qui ne peuvent pas, enfin pour X ou Y raison. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas une forme un peu de double peine? C'est-à-dire, comme on associe la formation à l'équipement, s'il n'y a pas d'équipement, est-ce qu'il n'y a pas encore moins de formation? Et est-ce qu'il n'y a pas tout simplement pas d'équipement? Quel rôle l'État y joue justement dans la l'égalité territoriale? Alors, nous, on a fait un choix, mais un choix partisan, d'outiller les personnes qui sont au plus près des collectivités pour qu'ils puissent aller les solliciter. C'est-à-dire d'aller solliciter une commune, mais en n'ayant pas l'outil à lui proposer derrière. Autant dire que voilà, c'est aller traverser le désert. Donc, je vous parlais des conventions. Donc, on a des modèles de conventions, qui sont de la plus complexe à la plus simple. On a des outils qui leur permettent de conventionner avec les éditeurs, avec les DAZEN, qui sont très très simples et qui leur permettent d'avoir un petit peu moins peur, parce que ça peut faire peur aussi pour les collectivités de s'engager dans ces démarches-là. Ce n'est pas des spécialistes, donc il faut qu'ils aient un accompagnement. Donc nous, on a outillé un certain nombre de personnes. Bon, pour les initiés, je vais vous parler des conseillers pédagogiques numériques, par exemple, les CPN ou les ERUN, enseignants référents aux usages du numérique, avec un certain nombre d'outils où, lorsqu'ils rencontrent soit le directeur d'école, soit directement le maire, par exemple, d'une petite commune, le rassurer sur le fait qu'ils seront là et qu'ils ont des outils pour l'aider à acheter du matériel et à l'accompagner. Parce que c'est vrai que d'y aller sans outils, c'est dire oui, mais, voilà. Donc là, on a mis à disposition quand même des outils et qui sont très faciles d'usage. Et ça peut être très simple. Je reprends le cas d'une petite commune qui veut simplement acheter un espace numérique, mettre à disposition un espace numérique de travail pour l'école. Pour un maire, ça peut être une montagne à passer. Il y a les problèmes de RGPD, il y a les problèmes de contrat, et pour lui, ça peut être un univers complètement inconnu. Donc, on a outillé, en tout cas, nos interlocuteurs de proximité pour qu'ils puissent répondre à ça. Oui, et ça pose la question aussi de la formation des agents territoriaux. Vous, en tant que maire, peut-être avec votre expérience dans votre commune, dans votre département, comment justement les élus, les services prennent en main cette question? De toute façon, je suis tout à fait d'accord avec vous, Denis. Formation des agents, mais également formation et connaissance des élus. Parce qu'effectivement, et j'irai plus loin, parce qu'ils ne se posent pas toutes ces questions de RGPD, de sécurité, etc., d'utilisation d'une adresse personnelle à des fins électives. C'est un cas, ça se passe tous les jours. Alors je pense que, d'une part, c'est indispensable de mutualiser et de collaborer, conventionner également. Alors ça va être avec plusieurs strates importants, et derrière des strates qui disposent de moyens humains, de compétences. Et puis je pense que dans le choix des équipements, dans le choix des équipements, des matériels, il est important aussi de prendre en compte le temps de connaissance ou le temps de formation. Donc je pense que, et se poser la question également, l'équipement doit répondre aux besoins vraiment précis de l'enseignant, de l'équipe pédagogique, etc. et non pas lui créer un besoin supplémentaire qui serait au-delà de la réponse. Donc pour nous, moi je pense que plus l'équipement sera simple et très simple à utiliser et fera gagner du temps et entrera bien dans sa formation, y compris pour les élus, plus il sera utilisé, accaparé et petit à petit pourra être déployé et bien pris en compte. Merci beaucoup. On va reprendre une dernière série de questions-interventions. Qui souhaite intervenir, monsieur ? Oui, je suis désolé, ça va faire un petit peu écho à ce dont on a parlé, puisqu'il est question aussi un petit peu de formation. On a été doté, toutes les circonscriptions de France ont été dotées au mois de juin de ce qu'on a appelé un kit robotique, qui est composé d'un ensemble de robots. Donc chaque circonscription possède un exemplaire de chacun des robots, en dehors des bibots pour lesquels on a 6 exemplaires, je crois. À la charge de ces formateurs, puisque nous sommes conseillers pédagogiques au numérique,
de déployer des formations dans tout le département pour pouvoir acculturer les enseignants du département à la culture algorithmique. Sauf que les robots, et on parlait de l'articulation entre les outils et la formation, les robots sont arrivés avant la formation des formateurs, qu'on galope toujours. Enfin, c'est à nous de créer cette formation en tant que formateurs, donc de s'auto-former pour l'instant à l'utilisation de ces robots qui ont coûté, je n'ai pas le chiffre en tête, mais je crois qu'on est sur plusieurs millions d'euros à l'échelle du territoire national. Est-ce qu'il n'y a pas, quand on parle de numérique, un focus sur l'outil qui est relativement handicapant et que finalement vous parliez tout à l'heure de définir les besoins avant l'outil? Est-ce que en fait c'est pas juste la formation qui devrait arriver avant l'outil, de façon à ce que lorsque l'outil arrive, on soit en capacité à l'utiliser et éviter effectivement le piège de la mallette d'ordinateur que j'ai vue il y a 3 jours dans une école, qui a une quantité de poussière dessus inimaginable. Oui, merci pour votre question. On va en prendre une dernière avant de réagir. Je vois que on revient à la problématique finalement initiale. J'avais noté sur les vidéoprojecteurs interactifs que la poussière était un élément important pour voir le degré d'utilisation. Madame ? Oui, bonjour. En fait, moi, ça serait plutôt comment s'harmonisent comment dirais-je, les ressources en subvention pour des projets de déploiement du numérique sur le territoire, sachant qu'on peut avoir des subventions au niveau européen. Est-ce que tout ce qui est vu au FEDER est bien intégré auprès de chaque échelon des partenaires qu'une ville peut avoir? Ou bien est-ce quelque chose qui est complètement à déconnecter parce qu'on répond au FEDER, s'il vous plaît? Merci. Alors, on va serrer les réponses, qu'on a 2 questions de nature assez différentes. On va commencer par la question de monsieur. C'est la formation qui précède l'équipement, c'est l'équipement qui... Je vais commencer. Vous évoquiez les kits robotiques qui sont arrivés dans les classes. Il faut regarder aussi l'objectif de ces kits robotiques. Parce que souvent, les usages numériques, ou en tout cas la volonté de déploiement, quand il s'agit de matériel lié à de la ressource, ça va répondre à des besoins des enseignants, mais ça va répondre aussi à des enjeux sociétaux. Et aujourd'hui, on a toute une campagne pour que les jeunes filles s'engagent dans les filières du numérique, au lycée, etc. Mais on se rend compte que dans les années précédentes, il n'y a pas eu forcément ce développement de l'appétence du numérique. Et donc, ces kits robotiques qui sont déployés donc, dès la maternelle, donc dès le plus jeune âge, on est sur du numérique sans écran, on le déploie en primaire, mais tous ces robots, bibots, qui ne sont pas là dans le kit robotique, mais sont déployés plus tôt, ils sont là pour répondre à cet enjeu d'éveil au numérique, de celles qu'on cible aussi en particulier des jeunes filles ou des publics qui, à la maison, n'ont pas forcément avoir une éducation au numérique. Donc il y a cet objectif en fait sociétal qui est là dans ce déploiement de robots connectés. En revanche, effectivement, mais ça c'est un leitmotiv dans l'éducation nationale. On a tous eu cette formation quand on a commencé, 15 jours après la rentrée, qui nous explique comment réussir sa rentrée en tant qu'enseignant et qui arrive toujours trop tard. Donc vous posez vraiment une bonne question, une bonne problématique, à savoir former les enseignants, c'est quand même aussi le préalable. Et ensuite arrive le matériel et derrière on est opérationnel pour s'en servir. Voilà. Alors, je vais compléter. En fait, cette dotation, ce n'est pas les collectivités, c'est bien l'État. Et là, on tombe sur la problématique des temps politiques et des temps économiques qui sont liés en fait aux subventions de l'État. Il faut déjà se féliciter qu'ils soient là, ça c'est la première chose. Certes, ils sont arrivés un peu massivement et un peu dans la précipitation. C'est un cas d'école, encore une fois. C'est ce qu'on nous on essaye d'éviter au niveau local. Il faut quand même mesurer que lorsque le ministère prend une décision, c'est vrai que c'est massif et quand la décision est prise, voilà, c'est la machine qui se met en marche et c'est un peu rouleau compresseur.
Donc oui, ça peut vous mettre en difficulté. C'est quand même une nécessité de les avoir parce que c'était une demande du terrain, hein, je le rappelle quand même. Hein. Alors certes, la demande a été validée, mais le déploiement n'a pas été bien coordonné peut-être. Ça, voilà, donc peut-être quand même bien différencier les deux. Hein. C'est pas une volonté du ministère, c'est une volonté du terrain qui a été écoutée et qui est redescendue. Donc nous, on essaye en tout cas, au niveau des collectivités, je reprends ce mot d'anticipation, c'est d'anticiper quelque part la formation. Et je le disais tout à l'heure, à travers nos conventions, on peut faire un état des besoins, évaluer ce qui existe, est-ce que c'est utilisé ou pas, mais aussi questionner sur les besoins des enseignants ou les besoins des équipes éducatives. Et il y a quand même des personnels qu'on n'a pas, parce que c'est quand même on n'a pas encore parlé, c'est les corps d'inspection et avec les nécessités pédagogiques. Ils font partie de notre réflexion lorsqu'il y a des achats. À un moment donné, il y a une validation. C'est voilà, un corps qui est nécessaire au niveau pédagogique en termes de validation. Et les élus y tiennent aussi. Donc voilà, c'est toute cette articulation, en tout cas, d'éviter que ce qui peut se passer au niveau ministériel avec toute la complexité des choix et des arbitrages qui sont faits, la rapidité qui peuvent être faits. Et au niveau justement des territoires, on peut éviter cela par cette anticipation, ce conventionnement et ainsi de suite. Donc, je n'ai pas une réponse à vous apporter sur comment vous pouvez faire pour former alors que les dispositifs sont là. Mais voilà, il y a un contexte qui est particulier et en tout cas, nous, au niveau des territoires, on essaye d'éviter cela. Sur les financements peut-être, Alexandra, sur le millefeuille de financement possible, la question du FEDER qui était posée. Oui, alors j'avoue que nous, en l'occurrence, je ne pourrais pas tellement vous répondre sur le FEDER parce que c'est quelque chose sur lequel je ne travaille pas forcément actuellement. Après oui, sur la multiplication des subventions, il y a en effet un millefeuille qui est mis en place. Il y a quand même une cohérence qui est surveillée. Nous, en tant qu'opérateurs, c'est notre rôle. Hein. On vient absorber aussi un risque pour l'État et c'est pour ça que l'État nous délègue cette mission-là. Donc on veille à ce qu'il n'y ait pas un millefeuille de subventions. Il n'empêche qu'en effet, il y a des acteurs qui sont multirécipiendaires. C'est bel et bien le cas. On essaie de s'en prémunir systématiquement quand vous avez une subvention qui est quand même un octroi d'une aide d'État. Il y a des dispositifs en amont qui viennent vérifier à qui est-ce qu'on donne, comment est-ce que c'est financé, quels sont les cofinancements. Après, oui, il arrive, si vous allez chercher des subventions auprès de différents opérateurs, que ça ne se recroise pas forcément, même si, évidemment, notre travail, c'est de faire en sorte que ce soit évité. Cyril Cotonna, sur la question des financements, comment vous allez les mobiliser et, je ne sais pas si sur le FEDER, vous avez été concerné directement. Au niveau des communes rurales, le problème, c'est que le FEDER et les fonds européens sont à la charge des régions. Donc, déjà, il y a une disparité de fonctionnement entre les régions. Les communes rurales de notre strate auront forcément du mal à répondre à des projets en étant seules, one shot, parce qu'elles n'ont pas les compétences nécessaires pour monter ces dossiers, puis elles ne voient pas forcément la nécessité. Là, encore une fois, sur un cas concret, dans le département rural, on s'est associé. Donc les fonds FEDER sont arrivés justement au niveau du département et d'un syndicat mixte. Mais c'est le problème. Ces fonds et ces projets sont souvent orientés pour des collectivités beaucoup plus importantes. Et donc, les élus eux-mêmes n'ont pas forcément connaissance ou ne savent pas comment répondre à ce type de projet. Encore une fois, je terminerai et je redirai, mutualisation, collaboration et anticipation, c'est nécessaire et indispensable. Écoutez, je crois que c'est presque un mot de conclusion puisque vous avez résumé finalement l'ensemble des enjeux qu'on a en une phrase, c'est parfait. On voit le maire qui arrive à synthétiser justement ces enjeux. Donc merci beaucoup à tous les quatre pour vos éclairages, vos réactions. Merci à vous aussi pour vos questions qui ont permis d'aller un peu plus loin. Merci. Et on vous souhaite une bonne continuation sur Educatech Expo. Bonne journée.